À tous. Bonjour. Bonjour à tous et merci d'être présents tous pour cette conférence live qui est organisée dans le cadre du cycle des idées à l'œuvre, organisée par la Halle au Sucre de Dunkerque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Halle au Sucre, c'est un équipement culturel et scientifique qui est dédié aux questions de la transition écologique et de la ville durable. C'est en fait une sorte de tiers-lieu qui propose donc à tous les publics, qu'ils soient scolaires, étudiants, citoyens, associatifs ou professionnels, des ressources, une série de ressources que sont des espaces de travail, la halle documentaire dans laquelle je me trouve aujourd'hui, et puis toute une série d'espaces d'ateliers, de co-design, de coworking, un auditorium qui permettent donc à la fois de s'emparer des questions de la transition, mais aussi pour nous de proposer une programmation autour d'expositions, de conférences débats, d'ateliers, de formations. Vous en trouverez la liste d'ailleurs sur notre site. Alors, on aurait été très heureux de vous y accueillir en présentiel comme on le fait habituellement, mais en cette période de confinement, eh bien, nous préférons donc poursuivre cette programmation online. Aujourd'hui, alors le cycle que nous avons cette année, chaque année nous avons un cycle thématique, c'est la transition et l'alimentation, et c'est donc la deuxième conférence qui est organisée dans le cadre de ce cycle et qui porte sur les questions de mangera-t-on encore de la viande demain? Alors c'est un sujet extrêmement d'actualité qui semble d'ailleurs déchaîner un peu les passions si on en croit l'ensemble des commentaires qu'on a déjà pu recevoir au sujet de cette conférence. Et je trouve ça extrêmement... nous sommes vraiment très heureux qu'elle puisse avoir lieu, donc, entre les personnes qui aiment manger de la viande et celles qui aimeraient, qui souhaiteraient qu'on vive dans une société où on n'utilise pas les animaux. Il y a en effet une grande gamme de prises de position et je pense que c'est vraiment bien d'ouvrir des espaces pour que chacun puisse exprimer son opinion dans le respect de l'opinion de chacun, bien entendu. Et c'est pour ça que nous serons très heureux d'accueillir les questions de tous ceux qui participent au fil du débat et dans la mesure du temps qui nous est imparti. Alors tout de suite, je voudrais accueillir nos invités que je remercie d'être présentes également. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Nous sommes en présence de Jocelyne Porcher qui a la particularité d'avoir été à la fois éleveuse dans l'élevage paysan, mais également dans l'élevage industriel, et qui a ensuite décidé de devenir sociologue. Donc, ces travaux portent sur la relation de travail entre les humains et les animaux. Elle est auteure de une dizaine d'ouvrages à ce sujet, dont notamment Vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle, qui a été publié aux éditions La Découverte, et Cause animale. C'est pas celui-là. J'allais le présenter en. Et Cause animale, cause du capital, donc aux éditions Bordelot, qui est paru en 2019. Nous avons également avec nous Violaine Calcoun, qui est paysanne dans les Flandres, éleveuse de brebis laitières, et également membre de la Confédération paysanne, qui a édité cette année un plaidoyer qui s'intitule « Cause animale, cause paysanne, défaire les idées reçues, propositions et paroles paysannes ». Alors, je vais le mettre en ligne en même temps. Et puis, Marianne Selka,
Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'université Paul Valéry de Montpellier 3. Vous travaillez sur les imaginaires sociaux et les relations hommes-animaux. Et vous êtes l'auteur de Vegan Order, des éco-warriors au business de la radicalité aux éditions Arché, qui a été publié en 2018. Alors tout de suite, j'aimerais peut-être adresser ma première question à Jocelyne Porcher. J'ai donc décrit votre parcours qui est un peu atypique et de l'élevage de brebis en passant par l'élevage industriel puis à la sociologie. J'aimerais donc savoir nous aimerions savoir ce qui vous a motivé à être aujourd'hui sociologue. Pour faire court, j'ai été néo-rural et je me suis installée avec des brebis laitières effectivement pendant quelques années. Et j'ai ensuite quitté cette petite ferme et repris une formation agricole que j'avais pas avant de m'installer puisque j'étais néo-rural. Donc je me suis retrouvée en formation et dans le cadre d'un stage dans une porcherie industrielle. Ça fait un moment, hein, ça fait 30 ans, et ça a été pour moi un choc existentiel très profond en fait qui a dessiné enfin mon avenir professionnel, puisque j'ai essayé de comprendre pourquoi ces producteurs industriels disaient qu'ils faisaient de l'élevage tout en étant aussi violents avec les animaux, alors que moi-même mon expérience de l'élevage était tout autre, quoi. Donc je me suis dit qui est-ce qui fait de l'élevage? Et qui est-ce qui est éleveur et qu'est-ce que c'est que l'élevage? Et ça m'a vraiment perturbé parce que c'était un métier que j'avais pratiqué moi-même, donc c'était aussi une question identitaire. Et donc voilà, depuis mes premiers pas dans cette porcherie industrielle, en fait, j'ai pas cessé de réfléchir à ces questions. Et il s'est trouvé voilà que en reprenant des études, en fait, j'ai pu faire des formations successives intercalées avec des emplois dans l'agriculture. Et donc, voilà, du BTA à la thèse, j'ai interrogé cette opposition, en fait, entre des façons de travailler avec les animaux, et j'en ai fait le cœur de mes recherches, c'est-à-dire de réfléchir à ce que c'était que l'élevage et ce qui n'était pas, et ce qu'étaient ce que j'appelle les productions animales. C'est-à-dire, je pense qu'il y a, maintenant, après 20 ans de recherche et toutes ces expériences, qu'il y a d'un côté l'élevage qui a un rapport historique de travail avec les animaux, fondé sur des rationalités, et dont la première est la rationalité relationnelle, et les productions animales construites au XIXe siècle avec le capitalisme industriel et dont la seule rationalité est économique. Et donc, c'est deux mondes différents, des rationalités différentes, des façons d'être avec les animaux différents, des objectifs différents, des rapports au monde différents. Enfin, c'est complètement différent. Il y a quelque chose que je trouve très important. Déjà, c'est de ne pas les confondre. Par exemple, de ne pas dire élevage industriel, alors que élevage industriel, c'est un oxymore. Soit c'est de l'élevage, soit c'est de l'industrie, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Et d'autre part, de se rappeler que l'élevage, c'est un compagnonnage historique avec les animaux qui construit notre humanité, en fait. Donc s'interroger sur qu'est-ce que c'est que l'élevage, ça mène à poser des questions sociologiques, mais aussi philosophiques sur qu'est-ce que c'est que vivre avec les animaux, pourquoi on vit avec les animaux plutôt que sans eux. Et là, évidemment, on travaille quand on propose de ne plus manger de viande et plus largement plus de produits animaux, effectivement, de penser à un monde sans relation avec les animaux, quoi. Voilà. Donc c'est le cœur de mes recherches, cette distinction entre l'élevage et les productions animales. Et donc je cherche depuis une vingtaine d'années à produire des éléments pour une théorie de l'élevage qui n'existe pas, puisque l'élevage a été pris en main par l'industrie et la science au XIXe siècle. Merci beaucoup, Jocelyne. Alors justement, Violaine, vous êtes devenue éleveuse paysanne de brebis laitières.
vous m'avez confessé qu'il y avait souvent, on vous posait souvent un peu les mêmes questions qui montraient qu'il y avait quand même une méconnaissance des vrais enjeux de ce métier et de la façon dont il est pratiqué. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a amené à être éleveuse de brebis et puis qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément pour mieux comprendre justement ce métier? Alors moi, en fait, j'ai fait des études de sciences sociales et c'est pour un intérêt pour les questions agricoles, d'abord théoriques, que je suis arrivée dans une communauté paysanne où j'ai fait la connaissance des brebis. C'était une rencontre. En fait, j'étais pas prédestinée à ça. Et ça va faire bientôt 14 ans que je vis avec les brebis. Et là, du coup, je me place vraiment du côté de ce que Jocelyne décrit comme l'élevage. C'est bien de ce côté-là que je me place. Parce que c'est le quotidien. C'est pas juste un travail, c'est une vie partagée avec les animaux. Et d'abord, élever, je le qualifie, enfin, je le décrirais comme prendre soin d'eux. C'est la base du métier. Et si je dois décrire vraiment en quoi consiste le métier, c'est d'abord faire naître. Parce que moi j'élève des brebis laitières, mais pour avoir du lait, et ça je suis souvent obligée de le réexpliquer aux personnes qui me posent des questions, parce que il faut des naissances pour qu'il y ait une lactation et qu'après on puisse traire et qu'il puisse y avoir du lait pour transformer en yaourt, en fromage, etc. Donc en général, je repars des bases en disant, là par exemple, en ce moment, les béliers sont dans le troupeau. Ensuite, il y a 5 mois de gestation, il y a les naissances, et c'est la mise bas qui déclenche la lactation et qui permet la traite ensuite. Donc moi, c'est un petit troupeau dont je m'occupe, et c'est ça qui permet une connaissance individuelle des animaux. Mes brebis, elles ont des boucles avec des numéros parce que administrativement c'est obligatoire, mais elles ont aussi des noms et je connais pas leurs numéros, je connais leurs noms. Donc quand on me demande mais comment tu les reconnais, je pense que c'est juste le temps passé avec elles et aussi que c'est pas des clones. Chacune, elles ont leur personnalité, leur aspect physique différent, etc. C'est d'autant moins des clones que j'ai un mélange de races rustiques, des races qui n'ont pas été sélectionnées juste pour un but de production poussée. Il y a des critères beaucoup plus larges, que ce soit le côté maternel, l'adaptation au terroir, la résistance au parasitisme, aux maladies, etc. Et ça donne un troupeau assez diversifié et avec des individus qui se reconnaissent bien les uns par rapport aux autres. On me demande souvent, elles mangent quoi tes brebis? Et essentiellement, elles mangent de l'herbe. Je suis en système herbagé. Ça veut dire que c'est les surfaces et la production d'herbe qui va décider de la taille du troupeau. On me demande aussi souvent aussi pourquoi je garde pas tous les agneaux. Et j'explique que une brebis va faire en moyenne 1 agneau et demi. En gros, il y a une brebis sur 2 qui va faire des doubles. Et que si je garde tous les agneaux, en 1 an, le troupeau, il aura déjà plus que doublé. Or, c'est les surfaces de pâture auxquelles j'ai accès, qui vont décider de combien de bêtes je peux nourrir sur une année. Alors que si c'était un élevage hors sol avec de l'aliment qui vient de l'extérieur, en gros, il suffit d'acheter de l'aliment et puis on peut nourrir presque un nombre infini d'animaux. Ensuite, on me demande aussi qui collecte le lait. Alors ça me surprend toujours parce que déjà c'est une toute petite production et ce qui permet d'en vivre, c'est la transformation. Donc c'est la transformation du lait en yaourt, en fromage. Et c'est ça qui va créer la valeur ajoutée et qui permet que ça reste un petit élevage. Et ensuite, c'est avec une vente la plus directe possible qui permet de garder la meilleure valeur ajoutée.
Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, merci. Ça nous donne déjà un certain nombre d'éléments. Merci pour cette expertise de terrain. J'aimerais du coup demander à Marianne Selka, dont les recherches portent également sur les relations entre l'animal et l'humain, mais avec aussi un aspect de l'imaginaire social qui lui est lié. Et donc, j'aurais aimé que vous nous donniez un petit peu aussi un certain nombre de bases sur les différents mouvements qui émergent de type antispéciste, animaliste, vegan, et pour qu'on puisse, que l'ensemble de nos auditeurs puissent avoir un panorama de ces mouvements. Oui, d'accord. Bonjour à tous. Donc déjà, je suis ravie que ce débat se tienne. Donc je remercie les organisateurs et les autres intervenantes pour la discussion qui s'annonce. Déjà, les relations homme-animal ou hommes-animaux pour le sociologue, alors c'est des sujets qui sont plutôt récents parce que toujours considérés un petit peu en marge ou des sujets très féminins par l'histoire de la discipline, mais qui deviennent de plus en plus cruciaux, je dirais. Les relations hommes-animaux, c'est hyper intéressant parce que c'est un prisme, c'est un moyen de regarder ce qui se passe, les enjeux principaux qui se jouent dans nos sociétés contemporaines. Et on le voit, comme vous le disiez en introduction, que le débat est plutôt vif. Donc, il y a quelque chose de significatif, d'important qui est en train de se négocier parmi nous. Effectivement, moi j'ai une petite spécialité, je suis sociologue de l'imaginaire ou sociologue des imaginaires. Ça veut dire que je m'intéresse aux représentations collectives, à la manière dont les gens s'imaginent ce qu'est le réel, ce qu'est la nature, ce qu'est la nature humaine, la nature animale. Et je pense que ce sont ces représentations-là qui vont guider, qui vont gouverner nos manières d'être au monde, nos manières d'agir entre nous, entre humains, et nos manières d'agir avec les animaux et de considérer la nature, donc d'agir aussi en rapport avec la nature, quoi. L'animalisme, je l'ai connu un petit peu par surprise, par hasard, et ça m'a tout de suite beaucoup interpellée. J'ai trouvé ça passionnant comme sujet parce que déjà c'était un phénomène complexe et qu'il me semblait être vraiment comme un point incandescent de l'imaginaire social contemporain, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu entre guillemets virulent, radical, exagéré, mais qui disait quelque chose de fondamental sur nous aujourd'hui. Donc l'animalisme, c'est difficile de le définir de manière synthétique en 2 minutes, mais disons que moi, en tout cas, la manière dont je l'ai compris, donc je le connais depuis 15 ans au moins maintenant, je le comprends comme une nébuleuse, c'est-à-dire un ensemble d'éléments diversifiés, avec différents degrés d'intensité d'ailleurs, mais disons qu'on peut faire au moins deux choses à dire principales. Il y a un point de vue très théorique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme, qui en fait dit avec un nouveau mot, avec ce nouveau terme antispécisme, ce que les philosophes et d'autres catégories de personnes dans les sociétés se disent depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Est-ce que nous avons la légitimité de dominer ou d'assujettir les animaux juste pour le confort ou le bien des humains? Donc l'antispécisme, c'est une critique à la fois politique et philosophique qui essaye aujourd'hui de se placer dans une continuité historique qui serait la continuité toute logique de l'antiracisme et de l'antisexisme. C'est-à-dire qu'après l'émancipation des esclaves et l'émancipation des femmes, bon, on parle évidemment de notre contexte occidental, il s'agirait maintenant d'émanciper les animaux. Donc là aussi avec différents degrés, entre un philosophe comme Peter Singer qui est plutôt, on va dire, réformiste, c'est-à-dire qui considère qu'il faut améliorer nos relations hommes-animaux, et un autre philosophe qui est Gary Francione, dont les textes sont moins traduits en français, mais qui est le tenant d'une posture qu'on va dire abolitionniste, qui considère qu'il ne peut pas y avoir de relation homme-animal sans que les animaux soient lésés, en fait, sans que les animaux soient pris au piège des humains. Il y a plein de degrés, plein de manières de penser ce qu'est l'antispécisme. Donc ça, c'est le côté un petit peu idéologique, on va dire. Et le véganisme, c'est en soi un mode de vie. Donc c'est une pratique, c'est une manière
de vivre au quotidien, une manière assez idéale, c'est-à-dire qu'elle est difficile à pratiquer. Enfin, c'est un mode de vie qui est plutôt compliqué à mettre en place, puisqu'il s'agit de ne pas utiliser les animaux de près ou de loin, que ce soit dans l'alimentation évidemment, mais aussi dans les vêtements, enfin dans l'habillement, dans les soins, qu'ils soient cosmétiques ou même médicamenteux, ou encore dans les loisirs. Donc ne pas faire intervenir en fait l'animal à ses dépens ou contre son gré. Et comme il est difficile de a priori de donner la parole aux animaux, enfin j'ai une parole très urbaine sur la question. Je suis sûre que Violaine a une manière de communiquer avec ces animaux. Voilà, en tout cas le véganisme c'est un mode de vie idéal qui vise à concrétiser dans le quotidien l'idéologie antispéciste ou animaliste en général. Donc, on voit bien que depuis 10 ans, le véganisme tend à devenir plus reconnu, notamment dans les grandes villes en Occident, aux États-Unis, en Angleterre, en France, même au Brésil, hein, dans les grandes villes en fait de culture occidentale. Et le capitalisme, évidemment, le domaine marchand, le monde économique a bien vu qu'il y avait là un secteur, une part de marché assez intéressante, une nouvelle manière de consommer, et donc a commencé à proposer des offres, on va dire, hein, des offres végi ou certifiées sans cruauté, etc., et qui font que le véganisme, qui était au départ un mode de vie assez élitiste, ou en tout cas marginal, devient plus populaire. Même McDonald's propose des menus veggie et en même temps donc du coup devient très populaire et voilà, perd un peu de ce côté élitiste et ce côté radical. Bon, ça c'est justement le moment d'en discuter, hein, de voir les tenants et aboutissants de cette popularisation, de cette démocratisation, disons, d'une idéologie, d'une pratique qui initialement était quand même assez radicale, quoi. Merci Marianne. Alors justement, posons la question à Jocelyne et Violaine, qui est posée par que se posent notamment ces mouvements. Pensez-vous qu'on a le droit d'asservir les animaux et de les tuer pour se nourrir? Jocelyne, peut-être? Oui, oui, je crois. Déjà, oui, je peux dire que c'est une question qui n'a pas tellement de sens parce que si on dit est-ce qu'on a le droit d'asservir et de tuer les animaux, on place la question sur le niveau du droit. Or, ce n'est pas au niveau du droit qu'elle se pose. Voilà, c'est pas une question de droit, c'est une question de relation. Et je le dis pour faire une comparaison percutante, c'est que quand on a un enfant, quand on décide d'avoir un enfant, on nous demande pas, mais de quel droit tu vas faire un enfant alors que tu sais qu'il va mourir à la fin. C'est pas une question de droit. Bien sûr, on pourrait poser la question comme ça, de quel droit, en vertu de quelle législation. On sait bien que c'est pas du tout comme ça que ça se pose. Quand on a des enfants, c'est pas une question de droit, c'est une question de relation, une question d'amour, une question de lien. Voilà, la vie avec les animaux, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est pas une question de droit, c'est une question de relation. Ça, c'est le premier point. Après, tout rapport de travail avec les animaux, c'est pas de l'ordre de l'asservissement. Effectivement, on peut dire que la majorité des animaux de ferme sont dans une situation d'aliénation, d'exploitation, de domination. Mais c'est ce que je disais au départ, ça, c'est des productions animales, c'est inscrit dans le capitalisme qui vise à faire des animaux des matières à produire du profit. Par contre, en élevage, on est dans un rapport de travail, et tout rapport de travail, voilà, et pas de l'exploitation. C'est pas le but du tout, quoi. Et d'autre part, tuer les animaux, ça c'est une question en soi. En tout cas, ça fait partie du travail en élevage, et à la fois pour des raisons, ce que disait Violaine, de ressources disponibles. On ne peut pas garder tous les animaux, ça c'est ce que disent les éleveurs. À un moment donné, il faut faire partir des animaux. Ça, c'est une raison tout à fait pratique liée au système d'élevage. Puis l'autre raison, c'est que les animaux font partie de notre alimentation, qu'on est des omnivores, et que donc, voilà, on mange des animaux pour être en bonne santé. Et maintenant, voilà, la question, c'est
c'est comment ils vivent, quel type de relation on a avec eux, et comment, à propos de la mort, comment on abat les animaux, et pour quels produits, voilà. Et tout ça inscrit dans une réflexion sur comment vivre une bonne relation avec les animaux, voilà, comment s'enrichir de cette relation, comment eux leur apporter quelque chose de positif, voilà, pour que l'échange qui est asymétrique, ça, il faut le reconnaître évidemment, on a un pouvoir de vie et de mort sur les animaux, c'est un échange asymétrique, mais néanmoins c'est un échange et il peut être asymétrique et équitable en même temps. Merci Jocelyne. Violaine, vous aimeriez compléter? Il y a quelques questions qui ont été posées sur votre première intervention. Vous pourrez en profiter pour répondre également, notamment sur le foncier avec l'étalement urbain. Est-ce que vous avez peur qu'un jour les pâturages disparaissent à cause des constructions? Donc ça, c'est une question posée par Manu. Et si oui, que se passerait-il si vous n'aviez plus ce contact avec les animaux? Alors ça, c'est une question sur laquelle je pense on reviendra un peu plus tard dans le débat. Et puis il y a Sylvie aussi qui voudrait savoir ce que deviennent vos agneaux et est-ce que vos brebis suivent un cycle normal ou elles font des petits quasi tout le temps? Car on sait que pour faire des produits laitiers, il faut qu'elles aient des petits. D'accord. Combien d'années gardez-les-vous? Voilà. Donc, je vous propose de répondre d'abord à la question qui a été posée sur le droit d'asservir ou de tuer les animaux pour se nourrir, et ensuite de répondre à ces questions. D'abord, l'élevage, je le définirais pas du tout comme un asservissement. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord prendre soin d'eux, c'est s'inquiéter d'eux, c'est soigner de tout point de vue, même avant de parler de production. Ensuite, dans le rapport à la mort, alors il y avait une phrase que j'avais rencontrée dans un livre qui me paraissait très juste à la fois dans les observations et la façon dont c'était retransmis. C'est le Bergère des collines de Florence Robert, qui disait « Avoir un troupeau, c'est être sûr que la mort s'invitera régulièrement ». Et ça, c'est évident dans la mesure où la vie et la mort sont indissociables et que quand je fais naître, je sais que forcément, à un moment, la mort va advenir, que ce soit pour cause de maladie, que ce soit de vieillesse, accident, ou que moi, je décide que telle bête ne va pas rester dans le troupeau parce que la nourriture est pas suffisante, parce qu'il faut renouveler, etc. Donc, et j'aime aussi rappeler que, en fait, pour que moi je puisse passer 10 voire 12 ans avec certaines brebis dans le troupeau, eh ben il faut que les agneaux partent parce que, comme je disais, on ne peut pas garder tout le monde. Donc ça répond aussi à une des questions. Moi, si les brebis, elles ont pas de problème de santé particulier, elles peuvent rester 10 ou 12 ans dans le troupeau, il n'y a aucun problème. Voilà. Et toujours par rapport au rapport à la mort, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas fermer les yeux sur les conditions d'abattage, mais j'aimerais qu'on se focalise aussi plus souvent et plus profondément sur les conditions de vie. C'est d'abord là-dessus qu'il faut se poser les questions et privilégier l'élevage aux formes industrielles de production. Tant que les brebis, elles sont sous ma responsabilité, eh ben, je vais essayer au quotidien de leur amener les meilleures conditions de vie possibles, que ce soit relations sociales entre elles, relations sociales avec moi, au niveau de la nourriture, de la protection contre les prédateurs, etc. Et c'est pas pour autant que la mort d'un animal, accidentel ou par maladie par exemple, ou quand je prends la décision de faire partir un animal, ça me laisse pas pour autant indifférente. Il y a forcément de l'affect qui est mis dans cette relation et qui ressurgit à ce moment-là. Ça, je pense que aucun éleveur n'y échappe. Il y a personne que ça laisse indifférent. Pour les questions qui ont été posées, le foncier. Oui, quand on fait le choix d'un système herbagé avec le pâturage comme base,
C'est sûr que dans notre région particulièrement, l'accès au foncier, il est très compliqué. Aussi bien financièrement que même juste qu'il y ait des terres disponibles, c'est vraiment un frein ou vraiment une grosse barrière pour une installation. Il faut tout faire pour limiter l'urbanisation et l'emprise, que ce soit des zones commerciales, des habitations, etc., sur les terres agricoles. Ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut se battre pour qu'on conserve des terres agricoles le plus proche possible. Et aussi éviter que les terres qui se retrouvent à un moment à la vente soient accaparées par les productions industrielles, notamment. Donc ça, après, il y a différents moyens. Il y a des associations, par exemple comme Terre de Liens, qui permettent d'acheter en commun des terres qui vont rester propriété de l'association et qui ensuite peuvent être mises à disposition de personnes qui s'installent. Voilà. Enfin, il y a des solutions, mais il faut que tout le monde en ait conscience et voilà quand il y a des projets proches, faut pas hésiter à se battre pour éviter qu'il y ait, par exemple, un poulailler industriel qui s'installe. Voilà. Il y avait une autre question sur les agneaux. Oui, les agneaux, oui, c'est ça. Donc moi, dans les agneaux qui naissent, il y a à peu près moitié mâle, moitié femelle. Dans les femelles, je vais garder quelques femelles pour renouveler le troupeau, pour remplacer des brebis qui seraient trop vieilles ou qui seraient tombées malades, par exemple. Et les agneaux mâles, ils sont nourris sous les mères, donc avec le lait des mères, jusqu'à 6-8 semaines. Et ensuite, je les emmène à l'abattoir. Donc c'est moi qui... Enfin, il y a pas mal de systèmes où les agneaux restent 4-5 jours après la naissance et après sont envoyés chez des engraisseurs. Moi, je fais pas cette séparation-là. Je fais naître et je les fais grandir jusqu'au moment où ils vont partir à l'abattoir. Et après, moi, je vais vendre la viande. Donc, c'est une volonté d'essayer de maîtriser le maximum d'aspects dans l'élevage. Merci Violaine pour ces réponses. Donc pour revenir à la question de cette fois-ci peut-être juridique, justement, il y a une évolution dans le Code civil en 2015 puisque l'animal a été reconnu comme être doué de sensibilité. Alors pourquoi ça n'était pas le cas avant et qu'est-ce que cette loi change pour la société aujourd'hui? Est-ce que Marianne, vous pourriez nous donner des éléments là-dessus? Alors bon, c'est une question intéressante. Moi, je suis pas experte en droit évidemment, mais ce que j'ai pu comprendre d'expérience, c'est que en fait, ce qu'il y a avec la loi, le droit, c'est qu'en général, il s'adapte à des modalités de l'existence sociale plutôt qu'il ne l'anticipe en fait. Donc par exemple, déjà la loi Grammont au XIXe siècle venait légiférer le fait que les gens ne toléraient plus qu'on frappe les animaux dans les rues, etc. Et je crois que la loi dont vous parlez, ça fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'animal comme un être sensible parce que ça fait déjà des décennies et des décennies voire un siècle qu'on a tendance à considérer l'animal comme un être sensible. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui ont concouru à cet état de fait. Dans les représentations, en tout cas, les gens n'attendent pas la législation pour penser ou de telle manière ou d'une autre, en fait. Donc, je crois que la loi, elle est toujours en train de s'adapter aux mœurs des individus, mais ceci dit, elle donne un cadre effectivement solide et elle permet de sanctionner les manquements à la règle. Mais là, en l'occurrence, elle n'apporte rien de vraiment significatif en termes d'agir, mais c'est plutôt la reconnaissance d'une sensibilité collective en fait. Considérer l'animal comme un être sensible, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jocelyne, c'est quelque chose qui a été mis entre parenthèses, et si on peut dire une parenthèse très malheureuse à partir de l'industrialisation, avant le système industriel, avant la modernité, avant la manière de penser moderne. L'animal était considéré avec beaucoup de sensibilité puisqu'il y avait par exemple des procès animaux
aussi. Donc il y avait une reconnaissance presque même d'une personnalité animale. La modernité, ceci dit, elle s'est imposée en faisant une césure avec la nature, en considérant que de la même manière que la culture s'oppose à la nature, l'animal s'oppose à l'humain. Donc c'est une manière de penser qui dure depuis quelques siècles et qui commence à s'essouffler. La plupart des gens aujourd'hui, donc il n'est pas nécessaire de faire des statistiques, mais la plupart des gens considèrent qu'effectivement il y a une continuité entre la culture et la nature et que nous ne sommes pas si différents des autres animaux. Donc en fait, ce schéma de pensée est en train petit à petit de céder la place à autre chose. Et c'est ça qu'il est intéressant de remarquer. Aussi, il faut voir que nos manières de communiquer aujourd'hui, et donc là, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'importance des réseaux sociaux fait que nous favorisons les émotions plutôt que l'argumentation rationnelle, c'est-à-dire qu'en un tweet ou un post Facebook, on va privilégier plutôt des pensées qui sont motivées par des passions en quelques mots, plutôt qu'une argumentation de plusieurs, je sais pas moi, de plusieurs pages de réflexion. Et ça participe aussi à la reconnaissance d'une manière, je dirais pas toujours réfléchi que l'animal est en soi un être sensible et éventuellement une personne. On réfléchit actuellement, si on parle de la loi de 2015 qui acte que les animaux sont des êtres sensibles, enfin doués de sensibilité, on réfléchit en même temps à la possibilité de créer un nouveau statut juridique. J'ai été invitée à des colloques sur la question que l'animal soit considéré comme une personne animale. Donc, ça ne serait pas une personne au sens humain du terme, mais qu'on pourrait créer une catégorie spécifique parce qu'il y a des animaux en particulier, et là on quitte le domaine de la domestication stricto sensus, mais par exemple, il y a des grands singes qui ont déjà été reconnus comme des personnes animales. Voilà, donc ça serait encore une fois une manière pour la législation de s'adapter à un état de fait, en fait. Merci Marianne. Est-ce que Jocelyne, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, pour faire suite à ce que vient de dire Marianne, effectivement, il me semble qu'il y a un paradoxe dans la reconnaissance actuelle de la sensibilité des animaux. D'abord parce que finalement, cette sensibilité, elle existe pour tous ceux qui vivent avec des animaux depuis des millénaires probablement, que les paysans avaient tout à fait conscience de la sensibilité de leurs animaux, et que depuis 150 ans, des philosophes et des scientifiques, des zootechniciens par exemple, leur ont dit que non, ils se trompaient, que les animaux c'était des machines, et qu'il fallait les traiter comme tels. Enfin, c'est tout le sens de l'enseignement de la zootechnie au XIXe siècle qui argumente sur le fait qu'il faut pas être sentimental, il faut pas être sensible, il faut être rationnel, il faut être pragmatique, et que les animaux sont d'abord le statut des animaux est lié à leur fonction, c'est-à-dire ils sont, et ça c'est très intéressant dans la construction de la zootechnie, c'est que oui, effectivement les animaux sont intelligents, oui ils sont sensibles parce que les zootechniciens du 19e sont très proches des paysans, donc effectivement ils le savent fort bien, mais du fait de leur fonction, il faut les rendre bêtes, il faut les rendre semblables à des automates, ce que dit Dechambre. Et il faut les rendre machiniques, en fait, il faut faire d'eux des machines parce que tel est leur destin économique. Et à cette époque, ce qui est intéressant quand on lit les zootechniciens, c'est qu'il y a une ambiguïté justement entre le fait de savoir que les animaux sont intelligents et le fait de dire, bon, ok, ils sont intelligents, mais ils peuvent pas l'être, il faut qu'on les rende comme des automates parce qu'il le faut pour la production. Et ce qui s'est passé après ce cadre théorique qui a été mis au XIXe siècle et la mise en place concrète des systèmes industriels au milieu du XXe, c'est-à-dire 100 ans après, mais après 2 guerres mondiales, des véritables boucheries qui ont probablement émoussé la sensibilité des contemporains, et finalement, ce qui a été fait, c'est que la théorie zootechnique de l'animal-machine, en fait, elle a été prise au premier degré, ce qu'elle n'était pas par les zootechniciens eux-mêmes du 19e siècle. Ils avaient une distance avec ce qu'eux-mêmes disaient. Et la distance, elle a complètement disparu dans les années 60
et puis avec le développement de la production industrielle, où là, réellement, l'animal est devenu une chose industrielle, semblable à un boulon, une voiture. Et moi, je l'ai entendu quand je faisais des enquêtes en porcherie industrielle. Ben voilà, la production porcine, on fait des cochons comme on fait des chaussures, on fait des cochons comme on fait des voitures. C'est exactement la même chose. Et je pense qu'il y a un beau film qui le montre bien, c'est Notre pain quotidien. Je ne me rappelle plus le réalisateur, le film s'appelle donc Notre pain quotidien, qui décrit, c'est un film fait de plans séquences sans parole, enfin sans parole, sans surlignage, et qui montre effectivement le traitement de la nature et des animaux dans la production industrielle. Qu'est-ce que c'est que produire industriellement des animaux? Ce film le montre très bien. Et donc on voit derrière la théorie zootechnique en œuvre. Donc il y a ce paradoxe-là, que cette sensibilité animale, elle revient aujourd'hui portée par les scientifiques, les philosophes, alors que c'est eux-mêmes qui nous avaient répété depuis 150 ans que non, les animaux n'étaient pas sensibles, etc. Alors ça a des conséquences dans les systèmes industriels, parce que justement, par exemple en porcherie industrielle, parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans ces porcheries, on doit traiter, les procédures du travail sont effectivement des procédures industrielles. On doit traiter les animaux comme si c'était des machines. La truie, c'est une machine à produire des porcelets, très clairement. Donc, les travailleurs doivent traiter les animaux comme les machines qui sont supposées être du point de vue des procédures, mais en même temps, on leur dit ah mais attention, hein, c'est des êtres sensibles. Hein. Donc, ils sont dans une position de double contrainte, voilà, qu'on appelle en psychologie, c'est une double contrainte, c'est-à-dire de devoir faire une chose et son contraire, de devoir penser une chose et son contraire. Les animaux sont des machines, mais ils sont des machines sensibles. Et qu'est-ce que c'est qu'une machine sensible? C'est pareil, est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est pas une machine? Donc en fait, cette double contrainte, c'est une cause de souffrance pour les travailleurs. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler et en même temps, ils doivent respecter des procédures paradoxales, des procédures industrielles de production de la matière animale et des procédures de bien-être animal qui disent attention, l'animal est sensible, etc. Vous êtes des brutes. Donc tout ça est très paradoxal. Il y a quelque chose, moi, sur quoi aussi qui m'étonne, c'est que cette question, qui m'étonne, on peut trouver des raisons, mais c'est que cette question de la sensibilité des animaux, elle arrive maintenant, voilà, depuis une dizaine d'années, alors que ces systèmes industriels existent depuis, concrètement, en théorie depuis 150 ans, concrètement depuis plus de 50 ans. Donc, comment ça se fait qu'il a fallu attendre 50 ans pour que des personnes s'avisent que ces systèmes étaient monstrueux et destructeurs des animaux et de notre dignité humaine? Parce que moi, j'insiste que dans la critique de ces systèmes, c'est qu'ils sont effectivement d'une violence incroyable envers les animaux, mais envers les humains. J'ai montré dans mes travaux qu'il y a une contagion de la souffrance entre humains et animaux dans ces systèmes. Et donc, c'est un système violent envers les humains et envers les animaux, et c'est un système qui est indigne du point de vue de notre humanité collective. Donc, c'est vraiment très important. Donc, comment ces systèmes ont pu, pendant 50 ans, tranquillement dispatcher les productions animales et les produits qui en étaient issus sans que les intellectuels, philosophes et autres scientifiques réagissent. Donc voilà, ça j'ai une réponse à cette question d'ailleurs, mais cette question de la sensibilité, elle n'arrive pas comme ça, je veux dire. Elle arrive aujourd'hui pour des raisons bien précises dont on pourra reparler, mais elle n'arrive pas comme ça. Elle a des raisons d'apparaître maintenant. Merci Jocelyne. On voit que c'est d'une grande complexité aussi bien dans les faits pratiques que dans la position de la société à travers les textes juridiques. Je profite de glisser quelques questions des internautes, notamment deux questions qui se rejoignent un peu. La première est de savoir si l'aspect sociologique de relation entre l'homme et l'animal est pris en compte dans les écoles d'agriculture. Alors, je ne sais pas qui pourrait répondre à cette question. Qui souhaite y répondre?
Moi, je peux dire un mot, même si j'ai pas un parcours agricole classique, j'ai pas fait de lycée agricole, etc. Juste un BPREA en formation pour adultes. Mais du peu que j'ai vu, on a des cours de production animale, de zootechnie, mais la relation entre les animaux et leur éleveur, elle intervient pas. Et j'ai jamais entendu non plus de cours là-dessus. D'accord. Et peut-être Marianne, vous avez peut-être une idée de Alors, la question? moi, hélas, je n'enseigne pas dans ces filières, dans ces études. Déjà, en sociologie, ça commence à peine à se développer, hein, la question animale. Moi, j'enseigne depuis 10 ans déjà à la fac. Je n'ai pas de cours sur la sociologie des relations homme-animal. À l'université en tout cas, parce que les cursus restent quand même très classiques. Donc on s'intéresse au réseau médiatique, on s'intéresse à la politique, tout ça. Mais donc j'essaye de glisser de temps en temps la question à travers d'autres problématiques plus larges d'ailleurs. Mais en soi, il n'y a pas d'enseignement spécifique sur le rapport homme-animal. Mais disons que l'esprit du temps commence à fléchir de ce côté-là. Donc c'est après avoir aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup d'enseignements de ce qu'on appelle les animal studies, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de discuter aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'enseigner effectivement les théories animalistes directement en tant que nouvelle philosophie en fait. Mais sinon, j'ai jamais eu l'occasion d'enseigner dans des lycées ou dans des structures agricoles, et je serais ravie de pouvoir répondre à ce genre d'invitation. Oui, une autre question concernait aussi la mobilisation ou la prise de conscience de l'agriculture locale et des petits éleveurs. Donc, pourquoi ne pas sensibiliser les plus jeunes à manger mieux et local pour pouvoir faire vivre cette agriculture? Bon, peut-être que Violaine souhaite en parler. Ouais, de toute façon, je pense qu'il faut apprendre à déjà à manger diversifié. Et c'est vrai que faire découvrir dans les cantines scolaires, par exemple, des produits de base qui ont été produits localement, enfin, je vais dire que c'est la première étape. Il y a qu'en y prenant goût qu'on peut continuer sur cette voie-là. Merci Violaine. Donc j'aurais voulu vous poser une question à toutes les deux, Jocelyne et Marianne. Vous avez travaillé toutes les deux sur l'importance des images qui influent sur les comportements sociaux et les options qui sont prises au niveau de la société, notamment dans le domaine alimentaire. Pensez-vous qu'il y ait une déconnexion entre les images portées et la réalité ? Bon, alors je me permets de commencer à répondre. C'est un sujet qui me touche beaucoup, enfin qui me concerne directement, puisque c'est, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu la spécificité de notre sociologie de l'imaginaire. Donc en guise de préambule entre guillemets, je voudrais souligner le fait important que les images ne sont pas forcément par nature mensongères, et que les images, ce sont des parties, des parties de récits plus larges, qui sont en fait des manières que nous, humains, avons de nous raconter nous-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, mais de nous raconter en tant que, je dirais, aventure naturelle, culturelle, animale et humaine. Donc en fait, les images, il faut les comprendre comme un moyen de rencontrer le réel qui nous est inaccessible dans sa totalité en fait. Hein. Par exemple, on peut songer que certains animaux voient des spectres de la couleur que nous ne voyons pas, ou entendent des choses que nous n'entendons pas. Donc nous, en fait, notre moyen d'accéder au réel passe beaucoup par les images, pas que, mais beaucoup par le support des images. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai commencé à le dire tout à l'heure, notre société contemporaine, elle est très axée sur les images. C'est-à-dire qu'il y a un retour de l'image qui est envahissante sur les réseaux, à la télévision. L'image est partout, et en fait, il y a là un commerce au sens neutre du terme. Il y a un échange incessant d'images
qui implique, bon gré mal gré, une sorte de concurrence des images. Et je pense que c'est là-dedans que s'inscrivent les images, par exemple, véhiculées par les militants animalistes, qui découvrent, qui montrent la monstruosité des structures industrielles. Et donc, en fait, je crois que cet échange incessant des images fait qu'il y a une sorte de surenchère et qu'il faut forcément que les images soient choquantes pour se frayer un chemin jusqu'à notre regard et éventuellement notre conscience. Cela dit, les images de ce type-là, spectaculaires, ont un défaut. En fait, elles produisent un effet pervers qui est, au lieu de nous rapprocher du réel, de nous donner accès au réel, elles ont la volonté, ou en tout cas elles ont la prétention de se substituer au réel. C'est-à-dire que d'un moyen, l'image se veut une vérité. Or, je crois que c'est un effet pervers parce que pour combattre ce que on essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'indignité d'un système industriel qui est à la fois dévoreur de chair animale et dévoreur aussi des hommes, qui détruit les écosystèmes et la nature en général, il faut bien connaître ce dont on est en train de parler. Et les images qui circulent avec beaucoup de rapidité, avec beaucoup de viralité sur les réseaux, on le tord, je dirais, en tout cas c'est mon hypothèse, c'est mes recherches, on le tord, au lieu de nous rapprocher de l'expérience réelle, de nous détourner de ce qui est véritablement en jeu pour susciter en nous de l'effroi, mais empêcher la réflexion et la négociation de nos manières de faire. Donc ces images-là, aujourd'hui, il est clair que, notamment dans le milieu urbain, qui a tendance à ronger les autres territoires, ce que nous savons de la nature, ce que nous savons des animaux, nous le savons à travers des écrans, les écrans de télévision, du cinéma, des internets. Et donc, en fait, c'est pas une vraie expérience physique, charnelle. Et je crois qu'il est important de reconnecter avec ce qu'est la nature véritable, animale et naturelle, au lieu de se contenter de, entre guillemets, de s'insurger contre des images effroyables. Et le gros effet pervers, je pense que cela implique, c'est on l'a dit tout à l'heure, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que du fait, on rejette toute forme de domestication en pensant que ces images-là sont la vérité exhaustive des relations homme-animal. En tout cas, c'est ce que j'ai pu, moi, remarquer dans le militantisme et dans l'activisme animaliste. Merci Marianne. Peut-être que Jocelyne pourrait compléter avec son expérience sur le sujet. Oui, mais je veux juste dire, oui, effectivement, que ce que Marianne vient de dire à propos de ce type d'idéologie, je l'avais noté quand j'ai travaillé sur la filière industrielle porcine, où effectivement j'avais étudié le discours articulé à l'image dans la filière industrielle porcine pour porter une idéologie, et surtout en tant qu'elle participait à lorsque en clinique du travail les psychologues appellent défense contre la souffrance, c'est-à-dire en fait à construire une espèce de blindage contre la souffrance pour continuer à travailler, c'est-à-dire dans des lieux de travail qui vous font souffrir, en fait, n'importe qui que ce soit, on construit des défenses contre la souffrance, une espèce d'armure, voilà, qui vous protège et qui vous permettent de tenir au travail. Donc j'ai étudié ça, ce processus dans la filière porcine industrielle, et donc montré que les images, les mots, enfin toute l'appareillage sémantique participait à ces défenses contre la souffrance. Par exemple, bon, je le note comme ça, mais par exemple d'appeler maternité un lieu où sont encagés, détruits avec des porcelets dont elles ne peuvent pas s'occuper puisqu'elles sont encagées, ou d'appeler soin aux porcelets le fait de mutiler les cochons. Voilà, ça c'est et puis des images, par exemple, véhiculées par la presse professionnelle qui donnent l'illusion
d'un travail, d'un métier qui n'est pas celui que pratiquent les gens effectivement. C'est-à-dire que voilà, l'image détourne la réalité du travail et pour renvoyer, comme dit Marianne, à quelque chose d'imaginaire qui n'a rien à voir avec le travail réel dans une porcherie industrielle, quoi. Et donc, voilà, tout ça participe de la construction de l'idéologie et de défense contre la souffrance. Et je pense que ces défenses contre la souffrance, c'est peut-être aussi une piste à suivre chez les militants animalistes et dans cette profusion d'images qui à la fois génère de la souffrance, puis en même temps peut-être construit justement une espèce d'armure qui empêche de penser également. Parce que l'intérêt de l'armure dans le travail, l'intérêt de se construire une armure contre la souffrance, c'est que ça permet de tenir au travail. Et si on peut tenir au travail, c'est parce que l'armure nous empêche de penser. Enfin, je résume, hein, c'est des théories de la clinique du travail, de la psychodynamique du travail. Donc, ne plus penser, effectivement, grâce aux images, grâce aux mots, grâce à tout un ensemble de mots. Mais je pense que je pense qu'on pourrait retrouver aussi un choix de mots qui occulte la réalité dans le mouvement animaliste et qui s'accorde avec les images, quoi. Que les mots et les images, finalement, participent de tout ça, quoi. Merci, si je peux, Oui. Pardon. Oui, je voulais rebondir par rapport à un commentaire aussi dans le chat. En fait, l'idée que les images font quand même bouger les lignes, justement, pour des personnes qui sont éloignées de l'expérience rurale. Voilà, c'est intéressant comme réflexion, mais justement, ce qu'on disait par rapport à la souffrance, c'est que il faut concevoir que même si mettons que ces images, sans compter la construction, le montage, tout ça, hein, on va pas rentrer dans une polémique qui est pas si pertinente que ça là aujourd'hui. Si effectivement ces images montrent une partie du réel, qui est la réalité de l'industrie animale, celui qui les reçoit, ces images-là, derrière son écran, derrière son poste de télévision, il est stupéfait. Il est mis en fait en suspens. C'est-à-dire que l'effroi l'empêche de pousser plus loin la réflexion et de remettre en cause tout un système. Et en fait, au lieu de réfléchir et de s'orienter vers un élevage véritablement digne de ce nom et des filières plus voilà, qui impliquent, on l'a dit, toute une complexité, hein, une échelle complexe de gestion des choses, eh bien peut-être il va entre guillemets se défendre de la souffrance qu'il vient de voir et se donner bonne conscience en allant au supermarché du coin et acheter un produit certifié Veggie, ou aller s'acheter la prochaine fois qu'il va chez le McDonald's, un Veggie Burger. Et c'est ça un petit peu l'effet pervers aussi que je voudrais souligner, c'est-à-dire que ces images-là, elles sont trop choquantes pour effectivement réfléchir sur l'enjeu du problème et qu'elles détournent par des mécanismes dont a bien parlé Jocelyne, elles détournent le nerf de la guerre, quoi. Merci Marianne. Un point sur lequel on semble tous s'accorder un peu dans ce débat, c'est le souhait d'en finir avec ces pratiques d'élevage industriel. Est-ce que justement entre cette présence des images dans les médias et la présence donc des mouvements animalistes, antispécistes, on voit peu la voix la parole d'une autre forme d'élevage. Peut-être que Violaine, vous pourriez nous parler du plaidoyer que la Confédération paysanne vient de sortir, qui s'appelle Cause animale, cause paysanne, et des messages que la Confédération paysanne souhaite faire entendre à travers ce plaidoyer. Oui, alors la Confédération paysanne, c'est un des 3 principaux syndicats agricoles, un syndicat du monde agricole, et qui porte un projet de société. C'est pas juste un projet pour l'agriculture, c'est un projet pour une société dans lequel
intervient l'agriculture, plus précisément l'agriculture paysanne, en opposition à l'agriculture industrielle. Elle se veut vraiment une alternative au modèle industriel et capitaliste qui domine actuellement. Et en agriculture paysanne, l'élevage, il a toute sa place, avec des paysans, des paysannes nombreuses, sur des fermes nombreuses, produisant une alimentation de qualité et qui sont ancrées sur des territoires. Donc c'est pas le monde agricole qui est séparé du reste de la société. Il est vraiment en lien avec. Et donc la paysannerie qui contribue au territoire en respectant le milieu. Le livre dont vous avez parlé, c'est un manifeste et c'est en même temps un recueil de paroles de paysans. Et le titre Cause animale, cause paysanne, c'est parce qu'en fait, justement, ce débat sur la cause animale, il est souvent monopolisé, ou en tout cas, les mouvements animalistes, ils arrivent à avoir une grande place au niveau des médias. Et ce livre, il permet, entre autres, de réintroduire la parole des paysans et des paysannes qui sont parmi les premiers, en fait, les premiers concernés et les premiers à pouvoir parler de ces questions-là. Le titre, c'est aussi parce que le sort des animaux et le sort des paysans, il est indissociable. Et parce que quand les humains ils sont malmenés par un système économique qui ne recherche que le profit, les animaux le sont aussi. En fait, les destins sont liés. Et qu'il faudrait aussi que le terme d'élevage il soit réservé à la forme portée par la paysannerie. Et c'était aussi, je pense, dans la volonté de publier ce texte, c'était de réintroduire de la complexité dans le débat, qui n'est pas juste une opposition entre abolition de l'élevage d'un côté et élevage industriel de l'autre. Il y a une troisième voie qui est l'élevage paysan, et qui a toute sa place dans la société qu'on veut pour demain. Merci Violaine. Alors justement, Jocelyne, vous avez écrit récemment, en 2019, un autre livre qui s'appelle Cause animale, cause du capital. Et donc, ce sont des titres qui sont presque en apparence presque opposés, et pourtant vous vous rejoignez sur les idées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ce que vous passez comme message dans votre ouvrage? Cause animale, cause du capital, c'est justement le message, c'est dans le titre, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la cause animale, déjà, c'est pas la cause des animaux, ça parle d'autre chose que des animaux. Et d'autre part, cette cause animale, telle qu'elle existe et qu'elle est portée par ceux qui la défendent, elle est au service en fait du capitalisme et du système économique tel qu'il est. L'idée du livre, en fait, c'est de montrer que les associations de défense des animaux, ou je vais dire les animalistes pour résumer, et les startups des biotechnologies défendent dans une même ligne une agriculture sans élevage. Donc il y a une collusion d'intérêts entre animalistes et biotechnologie pour faire émerger une agriculture sans élevage, c'est-à-dire donc sans animaux de ferme. Alors c'est quelque chose, cette voie-là qui vise en fait à prendre la place des systèmes industriels. Enfin, je montre dans le livre qu'elle s'enracine dans la zootechnie du 19e siècle et qu'en fait cette industrie biotech de la matière animale, c'est la suite de ce qui précède, c'est-à-dire au 19e siècle, on a théorisé la production de la matière animale à partir des animaux. Au 21e siècle, on théorise la production de la matière animale non plus à partir de l'animal entier, mais à partir de la cellule animale. C'est en gros le produit phare des biotech et de l'agriculture cellulaire, c'est la viande in vitro, mais pas seulement. Il y a aussi des startups qui travaillent sur le lait cellulaire, les œufs cellulaires, le fromage cellulaire, etc. L'objectif, c'est effectivement de sortir de l'élevage, qui est considéré donc avec la domestication comme un rapport d'exploitation avec les animaux,
pour produire autrement, sans souffrance animale et sans mort des animaux. Alors c'est un projet qui, qui techniquement en fait est lié à des innovations liées à l'industrie des médicaments ou à la recherche de substituts, à l'expérimentation, à la recherche spatiale. Enfin voilà, techniquement il y a des origines qui s'expliquent et théoriquement donc ça c'est vraiment la suite de la zootechnie du 19e et une vision complètement rationnelle et utilitariste de ce que c'est qu'un animal. Alors je pense qu'il y a une phrase de Mark Post, qui est un des pionniers de cette agriculture cellulaire. Il dit la viande in vitro de bovin, c'est la même chose que la viande d'un animal, sauf qu'elle est produite en dehors de l'animal. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'un animal, finalement, il est juste, mais ça c'est une idée des zootechniciens du 19e, hein, c'est une idée très zootechnique, l'animal, il est juste en fait le contenant de sa masse musculaire. C'est ça qui a apporté en fait l'industrialisation de l'élevage et la production de la matière animale à partir des animaux. Finalement, l'animal, c'est juste un contenant. Et donc là, on arrive à la suite, en fait, c'est-à-dire que ce contenant, puisque maintenant c'est un problème que ce contenant soit une vache, un mouton, un cochon, ça pollue, ça pose des problèmes moraux, des problèmes de santé, parce que l'industrie des productions animales, voilà, c'est pas très sain, tout ça, voilà. Et si on changeait de contenant, voilà, si au lieu qu'il y ait une vache, il y avait un incubateur. Et c'est ça l'idée de Mark Post, c'est-à-dire que voilà, la viande de bovin issue de l'incubateur, c'est la même chose qu'un bovin lui-même. Donc il y a une représentation de l'animal qui est la même que celle des zootechniciens du 19e et celle des zootechniciens du 20e, très dégradée de l'animal en fait. Et donc c'est assez contradictoire parce que ces startups en lien avec les associations de défense des animaux qui soutiennent la viande in vitro prétendent le faire au nom des animaux. Et donc en fait travaillent à ces alternatives avec une vision de l'animal très méprisante en fait, comme si un animal, comme si par exemple les animaux de Violaine, les brebis de Violaine, c'était juste le contenant de leur masse musculaire, voilà, que c'était rien d'autre. Et donc voilà, c'est le sujet du livre, avec donc cette collusion d'intérêts et justement le paradoxe que ces défenseurs des animaux ils agissent prétendument pour le bien des animaux, alors que là toute cette orientation va vers la disparition des animaux de ferme et plus largement, je le développe dans d'autres travaux, des animaux domestiques plus largement, quoi, puisque du coup il y a un processus de substitution des animaux à des artefacts, alors que ce soit des artefacts alimentaires comme la viande in vitro, mais ça peut être aussi des artefacts techniques comme par exemple des hologrammes à la place des animaux dans un cirque ou des chiens robots à la place des chiens de compagnie. Voilà, donc il y a un processus d'exclusion des animaux domestiques de la société qui commence en fait. Mais ça, je pense que j'essaye de faire partager cette analyse pour qu'on prenne qu'on prenne la mesure des enjeux qui sont derrière, quoi. Que dire les vaches, voilà, un incubateur, une vache, c'est pareil, c'est voilà, on produit de la matière animale. Derrière, il y a derrière cette exclusion des animaux et le remplacement par des artefacts, il y a la question de ce que c'est qu'être humain. Parce qu'être humain, on a été humain avec des animaux depuis 10 000 ans. Qu'est-ce que c'est qu'être humain avec des artefacts machiniques et biotech, quoi. Donc ça pose des questions qui vont au-delà même si moi ce qui m'intéresse c'est la relation aux animaux, c'est des questions qui vont bien au-delà de est-ce qu'on va vivre avec des animaux ou pas. C'est du coup qu'est-ce qu'on va devenir, quel genre d'être humain on va devenir en mangeant de la viande in vitro. Donc moi je pense, je le dis dans un autre article, que c'est du mort-vivant, c'est du vivant biologique. La viande in vitro, c'est du vivant biologique, c'est des cellules qui se multiplient, mais c'est du mort subjectif, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de mort, c'est ce dont les animalistes se félicitent en défendant la viande in vitro. La viande in vitro, c'est fort bien parce que du coup, il n'y aura pas de mort d'animaux, ça va remplacer les systèmes industriels, de quoi on se plaint.
de quoi on se plaint, en fait, c'est ça qu'il dit, c'est alors vous trouvez que c'est mieux les systèmes industriels? Ben non, bien sûr, non, je me bats contre les systèmes industriels depuis 30 ans, donc non, je trouve pas ça mieux, mais je trouve pas ça mieux, la viande in vitro, parce que en fait, c'est du mort-vivant, voilà. On s'apprête à manger du mort-vivant, du vivant biologique, du mort subjectif, et du coup, à entrer dans un monde, on est en train de poser les bases d'une société qui me semble complètement monstrueuse et qui ressemble au livre de Philippe Cadic, en fait, hein, pour le dire. Oui, merci Jocelyne. Donc en fait, j'ai la sensation quand même que pour le grand public en général, il y a une sensation que la viande cellulaire, c'est quand même quelque chose de très éloigné. C'est pas quelque chose qui nous concerne déjà aujourd'hui vraiment. Dans votre livre, vous montrez quand même que il y a des investissements extrêmement importants qui sont mis sur ces enjeux. Peut-être que vous pourriez en parler un petit peu. Oui, c'est effectivement, il faut imaginer que produire la viande et d'autres produits animaux, hein, parce que ça ne concerne pas que la viande, même si la viande c'est le produit phare actuellement, vous imaginez le jackpot que c'est pour les startups et les multinationales qui investissent ça. Il y a actuellement une prise en main par l'industrie et les multinationales de notre alimentation, mais là, on va passer à une échelle largement supérieure. Je pense que là, on se prépare à ne plus devoir manger que ce que les multinationales nous donneront à manger. Parce que derrière toutes les startups qui travaillent sur ces innovations, il y a des investissements effectivement assez colossaux, des milliardaires, des multinationales, des fonds d'investissement les plus puissants. En même temps, c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ça reste un projet technique. Il n'y a pas, pour l'instant, de viande in vitro dans les magasins, ni dans les. Donc bon, ça reste encore un projet. En même temps, je veux pas discourir trop longtemps là-dessus, mais je pense qu'il y a actuellement que ces multinationales, ces startups, ces investisseurs, ces cabinets de consulting, etc., travaillent à construire la demande de cette viande in vitro. Parce qu'évidemment, si on dit, mais à quelqu'un, voilà, dans la rue, si on fait un sondage, est-ce que la viande in vitro, ça vous intéresse? Bon, alors, je pense que la plupart des gens vont dire, oh, non, pas du tout, non, c'est quoi Et donc, pour que la viande in vitro puisse s'installer dans les linéaires, il faut qu'il y ait une demande. Enfin, ça, c'est vraiment de l'économie de base, quoi. C'est que si on veut vendre un produit, il faut qu'il y ait une demande. Et donc, il faut construire la demande. Et ce que j'explique dans le livre, sur quoi j'argumente, c'est que les associations animalistes, les associations de défense des animaux les plus radicales, servent à construire la demande. C'est-à-dire toutes ces vidéos dont on parlait tout à l'heure, qui visent à susciter l'effroi, qui visent à susciter le dégoût, justement, elle prépare l'arrivée d'une viande propre. D'ailleurs, c'est un des termes par lequel est désignée cette viande, la clean meat, cette viande propre moralement, que le consommateur pourra ingurgiter en toute sérénité, puisqu'il n'y aura pas de meurtre animal derrière. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que voilà, il y a un processus de construction de la demande qui passe, et c'est là un des aspects de la collusion entre les défenseurs des animaux et cette industrie biotech, c'est que la construction de la demande, finalement, l'industrie et les multinationales la délèguent à ces associations de défense des animaux. Et les vidéos, tout ça, ça en fait partie. Il y a une espèce de saturation, de sidération vis-à-vis de l'alimentation à partir de produits animaux, qui amène doucement, même plutôt vite, à préférer des produits biotech. Et je pense qu'on peut le voir dans pas mal de discours de supposés défenseurs des animaux, ou par exemple en Belgique, l'association Gaïa, qui est l'association de défense des animaux, a carrément créé un site complémentaire à son site sur la défense des animaux à propos de la viande cultivée, pour dire, la viande cultivée, c'est super, ça va réconcilier les amis des animaux et les mangeurs de viande. Voilà, donc comment on amène progressivement cette agriculture cellulaire
qui vise dans un premier temps à remplacer la production industrielle, voilà, par voilà. Bon, enfin, c'est ce que je décris dans le livre, cette collusion d'intérêts et comment ces deux dynamiques apparemment contradictoires, en fait, ces deux qui se rencontrent et finalement vont dans le même chemin de défendre et de promouvoir une agriculture sans élevage. Oui, c'est vrai que l'idée de pouvoir manger de la viande sans faire de mal aux animaux, c'est toujours une idée qui est attractive. Et comme on s'accorde ici pour dire que l'agriculture, enfin l'élevage industriel est assez désastreux dans ses pratiques et qu'il faudrait en changer, qu'on est sur le point qu'on réfléchisse sur les façons de changer. Est-ce qu'on pourrait s'en passer de ce système de production animale industrielle? Quand plusieurs internautes le soulignaient, il y a des gens qui souhaitent manger de la viande et qui ont des petits budgets, qui demandent si c'est possible de manger une viande de qualité pour les personnes qui ont un petit budget, et qu'il y a sur la planète encore beaucoup de gens, sans doute, qui ne mangent pas, qui n'ont pas accès à la viande et qui souhaiteraient avoir accès à la viande. Qui veut répondre là-dessus? Violaine, Marianne? Tout à l'heure, Jocelyne rappelait que ça fait à peu près que 50 ans que les productions industrielles existent. Donc, si on a fait 100 pendant tout ce temps, je pense qu'on doit pouvoir y retourner. Et il faut pas oublier tous les impacts négatifs sur la société. Et c'est la société qui les prend en charge, en fait, ces conséquences. Que ce soit au niveau de la pollution des sols, de l'eau, de l'air, avec des concentrations de nitrates, les lisiers qui s'infiltrent dans les nappes phréatiques, etc., les algues vertes. Que ce soit de l'apparition de résistance aux antibiotiques. C'est dans les hôpitaux maintenant, on s'en rend compte au quotidien. Et cette résistance, elle est entre autres apparue parce que les productions industrielles, les structures de production industrielle qui concentrent les animaux sont obligées de traiter systématiquement, que ce soit aux antibiotiques ou des vermifuges contre les parasites, pour rendre la vie possible en fait dans ces structures. Et ça fait émerger des résistances aux produits que les humains utilisent pour eux-mêmes. Un autre effet de l'industrialisation de l'élevage, c'est la perte de biodiversité. Le nombre de races dans les animaux de ferme, il a fortement concentré. On peut rappeler par exemple que 90% du cheptel de vaches laitières en France, il se résume à 3 races, les Primolstein, les Montbéliardes, les Normandes. Et même 2/3 de ce cheptel, c'est juste les Primolstein. Donc ça, c'est une perte d'un patrimoine qui appartient à tout le monde en fait. Donc c'est pas seulement, je pense que c'est pas seulement possible, mais c'est souhaitable de faire disparaître ce système industriel. Alors, du côté de la production, une des solutions, c'est de déconcentrer la production et multiplier les petits élevages, des petits élevages qui seraient adaptés au terroir, qui seraient insérés dans des systèmes avec des cultures, etc. Et au niveau peut-être plus politique, abandonner des objectifs de production destinés aux exportations. Il s'agit de relocaliser. L'objectif, c'est d'abord de nourrir la population d'un territoire. Et du côté de la consommation, évidemment, ça implique de diminuer la consommation de viande, de diminuer la quantité en privilégiant la qualité. Alors ça veut dire en manger moins souvent. Peut-être qu'elle coûtera plus cher aussi, mais diversifier aussi l'alimentation, ça consiste à réintroduire des légumineuses comme apport de protéines. Faut pas seulement compter sur la viande pour amener des protéines, par exemple. Et comme on disait tout à l'heure, dans les écoles notamment, c'est réapprendre à manger diversifié, etc. Voilà. Merci.
D'autres interventions sur ce sujet, Marianne? Ben, pour ma part, je souscris tout à fait à ce qu'ont dit les deux autres intervenantes. Je pense que l'industrie animale, de toute façon, est en crise, c'est-à-dire que la viande coûte de moins en moins cher, que les personnes qui essayent de travailler de cela sont soumis en fait à des lois du marché qui fait que ils sont souvent ils se sentent obligés de brader leur cheptel, leur bête. Donc ça veut dire que le secteur, de toute façon, il souffre aujourd'hui d'une crise systémique à laquelle participe, parmi d'autres facteurs, effectivement, la critique animaliste. Mais je crois que ce dont on parlait avec les biotech, c'est la continuité de ce système industriel. C'est-à-dire que c'est une manière pour ce système industriel qui chosifie l'animal, mais aussi les hommes. Ce système-là va entre guillemets se renouveler grâce aux technologies et aux biotechnologies en particulier. Faut bien comprendre que effectivement les GAFAM, je dis les GAFAM parce que finalement Jocelyne a bien souligné le lien qui se fait donc encore une fois bon gré mal gré entre l'animalisme radical, en tout cas abolitionniste, et les géants des biotechnologies, parce qu'on le voit encore avec le RIP pour les animaux qui a été proposé il y a quelques semaines en France et qui était soutenu par trois leaders qui sont trois leaders de l'industrie française, dont le patron de Free Mobile. Donc on voit bien qu'il y a une intimité là-dedans et qu'il y a un business en fait à conquérir. Cette industrie-là, elle va nous proposer, parce que la viande n'est plus rentable, elle va nous proposer des simulacres et ça c'est déjà en train de se démocratiser en fait, puisque des entreprises comme Beyond Meat, au-delà de la viande, qui propose donc de la viande propre entre guillemets, a dit qu'elle arrivait déjà à produire un steak de viande de culture pour 9 € ou 9 $. Il y a une entreprise, une start-up française qui a déjà réussi à réaliser des œufs sans qu'il ait besoin qu'il ait de poules, des œufs de synthèse, du lait sans lait, de la viande sans viande. Tout ça, c'est pas des récits de science-fiction. Tout ça, c'est aujourd'hui en fait que ça se passe. C'est maintenant que c'est en train de se mettre en place, et c'est le consommateur qui, en consommant ces produits, choisit cet horizon d'avenir en fait. Et moi, ce qui me semble bluffant, c'est ce paradoxe. Finalement, c'est un terme qui revient avec insistance, mais c'est le fait que du lait sans lait, de la viande sans viande, ça se veut. J'ai encore vu une pub tout à l'heure avant d'entamer le débat pour un steak végétalien qui disait avec un vrai goût de viande. C'est vraiment l'ambition, c'est-à-dire faire plus réel que le réel. Et c'est là où on entre dans ce que un grand philosophe français qui nous a quittés en 2009, Jean Baudrillard, parlait de simulation. On vit aujourd'hui dans le monde de la simulation. Et on voit bien les débats qui se sont passés en Allemagne et qui nous concernent aussi en France sur la légitimité d'appeler des saucisses végétaliennes des saucisses ou des steaks végétaliens des steaks. Ça paraît un peu, passez-moi l'expression, ça paraît un peu con comme débat, mais en fait on sent que c'est crucial parce que encore une fois on l'a montré, c'est un système très complexe et les mots, les images participent de la construction de notre réalité. Et je crois que si le système industriel, eh bien, on va devoir s'en passer parce qu'il est en faillite. Sauf qu'il faut être bien vigilant au fait que le système biotechnologique est celui qui est en train de le remplacer, en fait. Voilà. Donc, je veux pas miner le moral, mais la force financière qui est derrière ces entreprises comme Beyond Meat qui a fait une entrée dans les bourses internationales d'une manière incroyable, qui est passée de 25 $ à 240 $ en quelques semaines. On est face à des géants du business et on voit bien que là aujourd'hui les États-nations ont du mal à gérer en fait la manière dont ces grandes entreprises, les GAFAM, Amazon, Google, gèrent le monde à leur place en fait. Alors c'est ce qui est fou, je dirais, c'est que c'est un nouveau capitalisme qui se fonde sur les affects des gens. On le disait tout à l'heure, c'est par bonne conscience, c'est pour le bien des animaux. Sauf que pour le bien des animaux, en entrant dans l'ère de la simulation, comme Jocelyne parlait de Dick, et je vois dans les commentaires qu'on parle de Soleil Vert, on assiste à la disparition des animaux. Enfin,
on encourage, encore une fois, bon gré mal gré, la disparition de cette diversité animale qui, comme Violaine le rappelait, a déjà commencé, hein, la disparition d'une certaine diversité animale. Alors justement, nous arrivons en fin de ce débat. On a encore la possibilité de poser une question, mais vous insistez bien au cours de ce propos sur le lien entre la réalité et la virtualité et donc la simulation. Ce qui serait la question que j'aurais voulu vous poser à toutes les trois, peut-être pour clôturer un peu ces débats, c'est vous, quelles seraient, à votre avis, les conséquences d'un monde où l'élevage serait aboli? Peut-être on peut commencer par Jocelyne. Justement, je pense que si voilà, cette question-là, elle renvoie à mon objet de recherche qui est la relation entre les humains et les animaux au travail. Je pense qu'un monde sans élevage, voilà, c'est ce que je disais, c'est un monde d'où sont exclus les animaux du travail, c'est-à-dire où finalement on va remplacer les animaux par des artefacts qui, eux, ne travaillent pas, mais sont des objets, comme par exemple un robot ou un hologramme ou de la viande in vitro. C'est-à-dire, dans la viande in vitro, ce que je disais en disant que c'est du mort-vivant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de subjectivité, il n'y a pas de mort. Mais pourquoi il n'y a pas de mort? C'est parce qu'il n'y a pas de vie dans la viande in vitro. C'est ça le problème. Et donc, quand on met un hologramme à la place d'un éléphant, on enlève la vie. Quand on met un robot à la place d'un chien, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la vie. Donc, en fait, un monde sans élevage, c'est un monde sans élevage, c'est le premier pas d'un monde sans animaux domestiques. Il n'y a pas de raison de continuer à exploiter les chiens et les chevaux si on arrête d'exploiter les vaches. Donc c'est un monde en fait où en excluant les animaux progressivement, on exclut la vie en tant que subjectivité, en tant qu'affectivité, en tant que ce que Michel Henry décrit de ce que c'est que la vie vivante, la vie en fait c'est un monde, oui, c'est pour ça que je parlais de Cadic, et effectivement le film Soleil Vert est effectivement ça, la viande in vitro, c'est Soleil Vert, parce que je veux pas non plus épiloguer, mais ce que je dis dans un article ou dans le livre d'ailleurs, Cause animale, cause du capital, c'est que ok, on va nous dire c'est de la cellule de bovin, c'est de la cellule de ci, c'est de la cellule de ça, mais qu'est-ce qu'on en saura, nous? Ça peut être de la cellule du collègue, du voisin du bureau, quoi. Ça peut être de la cellule de n'importe quoi. C'est-à-dire que la peur du cannibalisme là qui assaillent les défenseurs des animaux, où c'est une part de leur position de dire qu'on mange son prochain, donc on est cannibale parce qu'on mange son prochain qui est devenu l'animal. Finalement, on y arrive tranquillement, et c'est pour ça que c'est Soleil Vert, c'est que cette cellule animale, en fait, elle est non identifiée, non reconnaissable, et donc elle nous amène, potentiellement à ce qui fait ce qui est un tabou puissant, c'est le cannibalisme. Donc c'est une société en fait monstrueuse vers laquelle on s'achemine. Et les livres de science-fiction, effectivement, dans les livres de science-fiction, que ce soit Cadic ou d'autres, il n'y a plus d'animaux. Je pense qu'on devrait en prendre note, quoi, de ce que c'est qu'un monde sans animaux dans les livres de science-fiction, considérant, hélas, à quel point certains auteurs de science-fiction sont visionnaires et ils sont effectivement des anticipateurs du monde qui vient, quoi. Donc c'est un monde monstrueux. Voilà, un monde sans élevage, c'est le premier pas vers un monde monstrueux. Violaine, vous voulez compléter? Déjà, quand on commence à parler d'un monde sans élevage ou sans animaux, c'est qu'on quitte la question juste individuelle d'un choix de régime alimentaire pour commencer à imaginer une autre société. Donc là, la question, c'est de savoir quelle société on veut. Est-ce qu'on veut un monde qui soit juste entre humains,
avec l'abandon de relations qui sont établies depuis, je sais pas, la domestication des animaux, elle remonte à 10-12 000 ans. Et bon, voilà, c'est savoir si on choisit de mettre un terme à ça. Mais on choisit, dans un monde sans élevage, on choisit aussi de faire disparaître un certain nombre de paysages qu'on connaît actuellement. Que ce soit, par exemple, les alpages avec les animaux qui y montent l'été et qui les entretiennent. S'il n'y a plus d'animaux d'élevage, tout ça, ça serait en broussaille. On ne connaîtra plus les montagnes comme on peut les connaître aujourd'hui. Tous les paysages bocagers avec des pâtures entourées de haies qui sont des milieux très riches en biodiversité, pareil, ça disparaît. Et il faut pas oublier aussi les apports que les animaux d'élevage font dans les systèmes de culture, que ce soit au niveau du fumier, par exemple, si la seule alternative c'est des engrais issus du pétrole, voilà, c'est encore une autre forme de société qu'on choisit. Et en fait, je pense que la solution, c'est de pas opposer humains et animaux et d'avoir une approche globale qui considère le vivant comme un écosystème qui inclut à la fois les humains, les animaux, les végétaux, et que je pense que c'est ce monde-là qu'on peut souhaiter. Merci Violaine. Marianne, pour vous, comme le disait Jocelyne, la fin de l'élevage, ce serait synonyme de déconnexion entre l'humain et la nature? Mais effectivement, je crois que c'est une des rares relations précieuses que nous pouvons entretenir avec cette altérité tellement riche qu'est l'animal. Je crois que, hélas, encore une fois, moi je suis fascinée par l'animalisme, je trouve ça très intéressant, mais je me rends compte que réduire, alors c'est ce que vient de dire Violaine, il ne faut pas opposer les hommes et les animaux. Oui, on a eu une petite coupure. Vous m'entendez ? Vous pouvez peut-être. Oui, on a eu une petite coupure. Si vous pouvez répéter la phrase. Je rebondissais sur ce que Violaine disait. Il ne faut pas opposer les hommes et les animaux sans pour autant réduire l'animal à nous-mêmes. Parce que je crois que faire de l'animal un homme, c'est pas lui faire un cadeau en fait. Bon, ça c'est une réflexion presque philosophique, mais on pourrait y discuter. En tout cas, la fin de l'élevage, pour moi, c'est effectivement la première étape vers le devenir. Enfin, la première étape, en fait, on a déjà franchi plusieurs étapes, pour être honnête, il me semble. Mais c'est le devenir laboratoire du monde. C'est nous-mêmes s'engager dans une existence hors sol, privée de la richesse, de l'altérité animale. Et je ne connais pas dans tout ce qui m'a été donné de voir dans mes études d'ethnologie, d'anthropologie, je ne connais aucune communauté humaine dans le passé ou dans l'espace qui ne soit une communauté faite d'hommes et d'animaux. Donc je ne sais pas ce que c'est que l'homme sans l'animal. Et je crois que effectivement la disparition, tout d'abord d'une diversité, puis de l'animal en lui-même ne peut que préfigurer quelque chose de monstrueux, pour reprendre l'expression de Jocelyne, quoi. En tout cas, je l'ai vu aussi dans les commentaires, en excluant les animaux, on s'exclut soi-même en fait. Donc c'est l'annihilation et le devenir laboratoire et le monde dans lequel in fine il n'y aura plus de vie subjective. Merci pour cet effort de prospective. Je pense que c'est effectivement ça nous permet, en tout cas, l'ensemble de vos propos nous permet au moins à tous d'ouvrir ou de renforcer notre réflexion sur le sujet, et que ce n'est que le début d'une série de débats que nous poursuivrons au cours de cette saison sur l'alimentation. Donc je vous remercie toutes les trois d'avoir participé. Je remercie aussi tous les internautes qui nous ont accompagnés durant cette conférence. J'en profite pour vous annoncer le sujet de la prochaine conférence qui aura lieu donc dans le cadre du cycle des idées à l'œuvre.
C'est une conférence qui traitera de l'agroécologie, à savoir l'agroécologie peut-elle nourrir notre planète? Et nous aurons le plaisir d'accueillir l'ingénieur agronome Marc Dufumier et la coordinatrice des fermes de Chassagne en Charente, qui s'appelle Céline Peloquin, et qui donc qui devaient venir en présentiel, mais comme c'est en décembre, il y a des chances que nous transformerons également la conférence en une conférence live dont nous vous préciserons donc la date sur nos réseaux et sur le site. Voilà, merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Merci beaucoup.